Donc, Michel Baudouin, avec son responsable national loup, qui est président de la section de la Fédération nationale ovine, va nous rejoindre tout à l'heure. Il nous semblait judicieux, autour du collectif loup, en particulier, que je rappelle, qui s'appelle Les animaux en plein air plutôt que le loup, dans une démarche volontaire de régulation et de limitation des populations, plutôt comme d'autres qu'aujourd'hui faire avec. On est quand même sur une posture un peu différente. Et le collectif, je le rappelle, a rassemblé l'ensemble des acteurs et des élus de la Corrèze. Je n'en ferai pas la liste. Je pense que ceux qui ont aujourd'hui mis un petit peu de différence à ce positionnement sont a priori le parc naturel régional, qui a une position relativement tranchée par rapport à la nôtre, en particulier sur la volonté de laisser cohabiter au maximum et de laisser vivre les loups et les laisser se reproduire. Donc on est quand même sur une appréciation un peu particulière. Par contre, tout le monde est invité cet après-midi, donc on n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Donc le parc a eu une invitation aussi. Alors je ne sais pas, dans la liste des gens qui se connectent, il y a beaucoup de noms qui nous sont inconnus. Voilà, donc pour vous dire que Daniel Couder, vice-président de la Chambre des cultures et président de la FDSEA, qui est aujourd'hui à responsabilité de cette démarche collectif loup et participation citoyenne des uns et des autres, et surtout explication très forte sur le pourquoi on veut une zone difficilement protégeable, pourquoi on veut une brigade loup efficace, etc., etc. Tout ça, ça fera partie des éléments qu'on évoquera cet après-midi. Donc, ce que je vous propose, juste, je vous refais un petit peu l'ordre du jour. Donc, aujourd'hui, on va faire la présentation de la cellule Observatoire du loup mise en place à la Chambre d'agriculture de la Corrèze. On fera un point sur la demande, où c'est qu'on en est par rapport à la zone difficilement protégeable et à la volonté de notre part de réguler le loup. Ensuite, on présentera donc les différents dispositifs de protection possibles et préparer et on évoquera aussi la préparation et l'accompagnement de l'arrivée de la brigade loup et des exigences qu'on a envers cette brigade loup en termes de résultats. Voilà. Et questions diverses, donc c'est là où vous pourrez intervenir. Donc ce que je vous propose, c'est que est-ce que Michel Baudouin nous a… Oui, elle est là. Elle est là, donc si Michel veut attaquer un petit peu, un petit peu les travaux. Avant de lui donner la parole, Michel, bonjour. Je voulais juste préciser que l'administration, entre la DDT et la préfecture, qui suivent bien sûr le dossier de très 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 près, n'ont pas pu participer à cette réunion puisqu'elle a un caractère public et ils ont l'obligation du droit de réserve qui les interdit de participer à des réunions publiques pendant les périodes électorales. Donc, ils ne sont pas là cet après-midi. Okay. Michel. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez parce que j'ai pas trop Non, on ne te voit pas là. Ah d'accord. Okay. Alors, attendez. Et là? Ah bien. C'est bon. Voilà. Bon. Bonjour à tous. Merci pour ton mot d'accueil, Tony. Donc moi, je me présente simplement, Michel Baudouin. Je suis éleveur voisine dans le département de Puy-de-Dôme. J'ai 500 brebis dans la chaîne des Puys. Et je suis aussi présidente de la Fédération nationale ovine. La Fédération nationale ovine, pour ceux qui ne la connaissent pas, est un syndicalisme ovin qui représente l'ensemble du secteur allaitant, brebis allaitantes et brebis laitières au niveau national. Et bien sûr, le sujet loup, c'est un sujet de préoccupation de la filière ovine depuis plus de 30 ans, puisque en tant que secrétaire général et secrétaire général adjointe, ça fait un moment que je parcours la France sur ce dossier-là, et principalement dans les zones historiques, puisque ça fait plus de 30 ans que le loup a réapparu volontairement ou involontairement dans notre arc alpin. Et puis, je voudrais vous préciser aussi que je suis présidente du groupe ovin au niveau européen du COPA-COGECA. Et c'est un sujet de préoccupation et sur lequel je travaille avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA et du COPA-COGECA, pour essayer de faire avancer le sujet du loup au niveau européen, et notamment dans le cadre de la directive Habitat, puisque le loup est strictement protégé depuis 30 ans. Et on voit bien que du coup, il s'est super bien adapté à cette protection, ultra-protection, et qu'on a sur les 27 États membres, un peu plus d'une vingtaine d'États membres qui sont très, très ennuyés avec les grands carnivores. Alors, quand on parle grands carnivores au niveau européen, c'est qu'on ajoute l'ours, le lynx et le glouton, et que ça représente des millions et des millions d'euros.
mais que c'est l'État membre France qui a en historique un plan loup et un plan ours et un plan lynx aussi qui est en cours de réalisation, qui a le plus fait de choses en cette matière-là. Donc, tous les regards de nos collègues européens se reportent sur la façon dont la France gère ce domaine des grands carnivores. Alors, je vais aussi vous dire que je suis accompagnée de notre secrétaire général Claude Font, qui va se présenter et qui est au niveau de la FNO en charge du dossier loup depuis quelques années maintenant. Il se déplace toutes les semaines et je pense qu'il mange loup, il dort loup, il va vous le dire. Et il suit de très près ce dossier. Il travaille avec l'administration centrale. Donc Claude Font, éleveur en Haute-Loire, donc secrétaire général adjoint de la FNO et donc en charge du dossier prédation, donc et notamment sur le loup. Donc, comme a dit Michel, en relation directe avec préfet coordonnateur, préfet référent loup et les services DRAF et DREAL et OFB central sur cette problématique. Donc, j'étais il y a quelques jours dans la Creuse, donc j'ai vu quelques éleveurs de votre département et voilà. Donc, du point de vue de la FNO, aujourd'hui, ce qui nous semble le plus cohérent, c'est de parler de coexistence, et je pèse mes mots quand je dis coexistence, parce que nous n'arriverons pas à sortir le loup de la directive Habitat. Par contre, la coexistence suppose que d'un point de vue européen et le pouvoir public en place, ils sont engagés à travailler pour déclasser le loup de la directive Habitat de strictement protégé à protégé, de manière à assouplir les dispositifs qui sont mis en place dans le plan loup pour réguler cette faune sauvage qui entache l'exercice de nos métiers. Cela étant dit, nous travaillons aussi en parallèle avec des scientifiques et on voit aussi qu'il y a un fort front de colonisation. Comme vous le savez, le ministre de l'Agriculture a mis en place dans la future programmation de la PAC 35 millions d'euros sur le deuxième pilier, mais qui concerne d'abord et avant tout la prévention. On appelle ça prévention au niveau de l'Europe et nous, on dit plutôt protection. La mise en place de chiens de protection. Donc, Claude pourra vous dire le travail qui est réalisé sur la filière chien de protection et aussi le statut du chien de protection. Et puis, ce qu'on essaie de démontrer aussi, nous, professionnellement, c'est qu'il n'y a pas de bonnes mesures de prévention sans une régulation très précise et très optimale. Donc, en clair, le fait de vouloir déclasser le loup de la directive Habitat d'une annexe permettrait, dans son ensemble, de gérer mieux et surtout d'apprendre au loup à avoir peur de l'homme et de fait rendre les mesures de prévention plus efficaces. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de la position de la FNO. Et puis Claude interviendra. Je pense qu'il faut que tu redéroules ton ordre du jour, Tony et Daniel, et puis on interréagira par rapport aux éléments, et puis on est à votre disposition aussi pour répondre aux questions. C'est Daniel qui va prendre le déroulé. Je voulais simplement remercier la présence du président du conseil départemental et du sénateur que j'ai vu, ainsi que le directeur de la fédération départementale de chasse et beaucoup d'autres personnes. Donc, il y a aussi les chiens de troupeau, je vois, qui sont représentés. Et on ne va pas les citer tous parce qu'on a beaucoup de monde connecté. Et vous dire aussi que Pascal Le Rousseau, qui est notre voisin de la Creuse, va aussi tout à l'heure témoigner de ce qui lui est arrivé chez lui par rapport aussi aux attaques successives et nombreuses qu'il a eues. Voilà, Daniel. Oui, donc moi, ce que je vous propose, François, donc le directeur de la Chambre d'agriculture, va dérouler un petit peu où c'est qu'on en est aujourd'hui en termes d'attaques sur notre département, puisque c'est qu'on a eu les premières attaques réellement avérées donc courant décembre. Donc il va vous faire le point sur ce qui s'est passé un peu chez nous. Donc il y a ça, et puis après on viendra sur les discussions, parce que Michel, nous autres, c'est vrai on souhaite obtenir donc cette zone de non-protégeabilité, donc il faudra que tu nous expliques un petit peu aussi là-dessus. Difficilement protégeable, pardon. Voilà. Eh bien, on y va. Donc François, vous nous faites le point. Donc pour l'instant, on vous a fait un point sur la situation, sur les attaques qu'on a pu avoir en Corrèze. Donc la première a eu lieu le 3 janvier, donc chez Madame Mérins à Mémac. Et la dernière, reconnue aujourd'hui pour l'instant, le 30 mars 2022. Donc ça fait 9 attaques en Corrèze. Il y en a eu 8 en Creuse, une en Haute-Vienne. Et pour, vous le voyez sur l'écran, une trentaine d'animaux, un peu plus de 30 animaux tués. C'est ceux qui sont officiellement reconnus. Voilà.
Donc, si on regarde un peu sur la carte ce que ça donne, on voit quand même que c'est assez localisé sur la Corrèze pour le moment, sachant qu'en Creuse, vous voyez au-dessus de Sornac, là, les attaques creusoises, elles sont aussi assez proches de ce secteur-là. Au niveau des dispositifs, donc vous vous rappelez, lors de la cellule loup, on avait demandé le passage en cercle 3 et en cercle 2. Donc aujourd'hui, ça permet quoi? Ça permet les aides financières, achat de chiens et entretien, clôture et parc électrifié avec 80% d'aide et un peu d'accompagnement technique pour les chiens, l'indemnisation des animaux prélevés par le loup. Voilà, et pour l'instant, cercle 0, cercle 1 ne sont bien sûr pas d'actualité. Au niveau de l'aide à la protection des troupeaux, c'est quand même des grosses enveloppes sur la France. Vous voyez qu'il y a 44 départements qui sont touchés, plus de 3000 dossiers de demande d'aide. Donc, si on vous demande si le loup ralentit ou pas, ben, vous pouvez dire que non. Hein, son expansion est importante puisqu'on a 13% d'augmentation sur les départements. Donc, ben, on en fait partie, hein, puisqu'on n'y était pas l'année dernière, on y est cette année. Pour l'instant, 37 millions d'euros de dépenses retenues. Donc, encore une fois, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas parce qu'il y a une attaque qui nous semble être loup, il faut qu'elle soit validée par l'OFB. Et ce n'est pas toujours aussi évident que ça peut en avoir l'air. Donc, il y a des attaques, mais il n'y a pas forcément toujours la reconnaissance de l'attaque. Voilà, donc il y a en France actuellement, pour gérer les loups, 532 ETP bergers, donc financés par le budget agricole, 5600 chiens et 170 ETP d'accompagnement technique. Donc vous voyez que ça commence à faire un peu de monde. Et puis ça, c'est divisé suivant les cercles. Donc, je ne fais pas beaucoup plus de détails. S'il y a des questions, on y répondra tout à l'heure. L'indemnisation des dommages, donc elle dépend bien sûr de la catégorie des animaux. C'est quand même très très souvent des brebis, parce que les attaques sur les bovins ont beaucoup de mal à être reconnues en fait, puisque l'OFB ne reconnaît l'attaque que si c'est clairement avéré que c'est le loup. Et malheureusement, sur les veaux, par exemple, c'est assez difficile de prouver que c'est un loup. Donc même si vous avez un agneau de tuer à un endroit et quelques centaines de mètres à côté un veau, ça va être faisable de faire reconnaître l'agneau, ça sera très compliqué de faire reconnaître le veau. Voilà, donc pour les tarifs, ils évoluent assez peu, mais grosso modo, les reproducteurs autour de 400 € et les agneaux à la vente un peu moins de 150 €. Vous êtes président et Daniel, présentez le pourquoi de la création de la cellule. Peut-être je vais reprendre rapidement. Donc, suite à la demande de nombreux agriculteurs et conformément aussi aux souhaits qu'avait émis la cellule, le groupe, l'élevage en plein air plutôt que le loup, nous avons décidé, après le travail qui a été fait par Leslie, par les techniciens secteur, par Baptiste Arcoutel, par aussi un certain nombre d'agents, de recentraliser au niveau départemental une cellule d'observation du loup, en particulier avec des démarches d'accompagnement qui sont faites, des démarches d'enregistrement, des démarches aussi de recensement de tous les pièges photos qui peuvent être faits et de la situation des agriculteurs. Et c'est ça qui est important. Et on va demander peut-être à Véronique, qui est chargée de ce poste-là, de peut-être présenter en quelques mots ses missions et aujourd'hui, peut-être aussi revenir sur les quelques questions qui sont déjà posées par les agriculteurs. Alors bonjour, donc je m'appelle Véronique Blot, je ne sais pas si vous me voyez. Donc voilà, donc je suis en charge de la cellule, donc c'est moi qui vais accompagner les éleveurs qui viendront vers nous. Donc dans un premier temps, on a mis en place un numéro de téléphone et une boîte mail pour que tous les agriculteurs puissent nous contacter le plus facilement possible. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans la démarche de toutes les aides qui peuvent exister, leur présenter et les accompagner dans la rédaction, dans la constitution des dossiers. Ensuite, c'est leur présenter aussi tous les dispositifs qui existent, les procédures qui sont mises en place, et puis bien sûr leur apporter un soutien, les écouter et être là quand il y a besoin, quoi. Donc aujourd'hui, on a reçu une bonne vingtaine d'appels. Les gens ont peur. Il y a vraiment une crainte qui est assez forte. Donc voilà, donc là, on va les accompagner dans les dossiers qui sont à monter. Et puis, voilà, on sera là par téléphone, par mail, quand il y a besoin.
fois vous allez mettre la diapo, oui. Donc, sur les demandes du collectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre département soit reconnu en zone difficilement protégeable. Donc ça, si vous voulez, on s'étaye un peu sur l'étude qu'avaient demandé les 3 chambres d'agriculture du Limousin et donc sur le fait qu'on ait des départements morcelés, très boisés, avec un parcellaire très morcelé, des petits troupeaux. Et donc c'est vrai que toutes les techniques qui nous sont proposées pour nous protéger, aujourd'hui, j'ai peur qu'elles ne soient pas vraiment efficientes pour lutter contre la prédation du loup. Donc, que la régulation et le prélèvement soient exécutés par toutes les personnes qui ont le permis de chasse sans être nominatifs, que la régulation soit autorisée sur un rayon de 20 km dès la première attaque constatée, parce que c'est vrai qu'on était quand même sur l'objectif d'avoir 0 attaque sur les troupeaux domestiques, que la régulation soit autorisée, donc je viens de le dire, que chaque agriculteur attaqué puisse effectuer une contre-expertise des constats de l'OFB, puisque aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a un certain nombre d'attaques qui ont été reconnues, mais on en a aussi quelques-unes qui n'ont pas été reconnues. Que chaque agriculteur, outre la prise en charge intégrale des pertes dès sa première attaque et sa première demande, lui soit fourni et installé et entretenu le matériel de protection. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces histoires de main-d'œuvre ou autres, donc c'est vrai qu'on veut bien nous fournir le matériel, mais c'est souvent nous qu'il faut qu'on le pose. Donc là aussi, il y a un sujet. Que chaque agriculteur, dès sa première attaque et sa demande, donc, puisse lui être fourni un ou des chiens de protection qui resteront propriété de l'État. Donc là, j'y reviendrai aussi parce qu'on a un certain nombre de questions sur le sujet par rapport à ces chiens et par rapport justement à la responsabilité de ces chiens. Quand il y a des accidents vis-à-vis de personnes tierces, en cas de morsure ou d'attaque sur des touristes ou des promeneurs. Voilà. Donc on a ça aussi à discuter et que ce soit composé une brigade loup déployable sur tout le territoire avec des personnes équipées et rémunérées. Là, il est clair que si on a besoin de se faire défendre par une brigade loup, je ne vois pas comment ces gens-là pourront être bénévoles, surtout si ça doit durer un petit peu dans le temps pour pouvoir justement prélever les loups qui viendraient attaquer nos troupeaux trop souvent. Et que toute communication et information provenant et issue de la représentation de l'État, donc préfet DDT de Réal, soit partagée avec le collectif. Et que le collectif soit le seul interlocuteur reconnu pour accompagner l'évolution et la régulation en partenariat avec l'administration. Voilà un petit peu nos demandes. Et puis, je pense que là, Michel ou mince, le gars de la Haute-Loire, excuse-moi. Claude Font, Michel ou Claude, là, vous pouvez peut-être par rapport à nos demandes, elles ne me paraissent pas être farfelues, bien au contraire, et surtout, elles sont surtout adaptées, c'est notre territoire qui, je le redis, est quand même très, très morcelé. On va sortir les troupeaux d'ici peu de temps, on n'a quand même pas des grands troupeaux non plus, donc ça fait multiplier aussi les zones de protection, ça fait multiplier le nombre de chiens patous, donc voilà, si vous pouvez nous aider un peu sur tous ces sujets. Alors d'abord, j'espère que Claude arrive à se connecter. Une question, mais peut-être je vais continuer simplement parce qu'on va regrouper un peu les questions pour la facilité de l'après-midi. Sur la zone difficilement protégeable, on insiste énormément sur ce point-là parce que ça permet quand même d'avoir davantage de tirs et ça permet aussi davantage de régulation puisque la justice, l'encadrement, la réglementation reconnaît qu'on est difficilement protégeable et donc que, notamment pour les éleveurs bovins, ils n'ont pas lieu préalablement de se clôturer, de se protéger avant de pouvoir bénéficier des aides. Donc, c'est surtout un point positif. Et l'autre point qui est intéressant dans la zone difficilement protégeable, qui est demandé par les 3 départements, qui a été accompagné par une lettre au président de la République, dont vous avez la copie, et la réponse a été faite en disant que peut-être on allait s'en occuper, mais que le président écoutait bien nos préoccupations. Et c'est un sujet sur lequel aujourd'hui nous en faisons une priorité, parce que si on ne passe pas par une reconnaissance de zone difficilement protégeable, nous allons être traités comme les autres départements à qui on explique tous les jours qu'il faut qu'ils cohabitent. Alors que nous, avec cette reconnaissance zone difficilement protégeable, on sera plus sur la cohabitation, on sera sur de la coexistence, c'est-à-dire qu'il y aura le loup, mais par contre, il sera régulé avant qu'il colonise le territoire. Et nous, c'est quand même un point de vue important, c'est-à-dire que le loup, oui, mais la colonisation du loup, non, qui remplacera les élevages en plein air, d'autant plus qu'on arrive sur une période où les animaux vont être mis à l'herbe, où on aura d'autant plus de difficultés. Voilà, alors après, peut-être, est-ce qu'on a dans le déroulé, on en a parlé, du courrier du président, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais porter l'intérêt qu'on a sur la demande qui avait été faite. Je ne sais pas si Pascal Le Rousseau, notre collègue de la Creuse, est en ligne, mais peut-être il peut rajouter. Et ensuite, on va passer aux questions.
alors que peut-être Véronique Blo aurait pu reprendre, parce que ça fait partie d'un certain nombre de questions qui ont été demandées, donc ils peuvent peut-être aussi amorcer la discussion et les questions, puisqu'il y a un certain nombre de questions d'agriculteurs d'agriculteurs et d'autres d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a que des agriculteurs qui ont appelé, sachant que la cellule d'observatoire est toute récente, donc on n'a pas eu encore le temps d'avoir toutes les questions qui ont pu y être posées. Vous allez commencer par les questions. Moi, je peux vous les lire, hein, mais... si je peux m'exprimer, je ne sais pas si... pourront réagir. Oui. Voilà, on va commencer à poser quelques questions. Les premières questions qu'on a eues, c'était accompagnement sur le dossier. Donc, Véronique vous l'a dit tout à l'heure. Donc, elle est à vos côtés du début à la fin. On l'a dit par téléphone, par mail. On peut se déplacer aussi, la chambre est ouverte et il n'y a pas de problème pour vous accueillir à la chambre pour regarder ça avec vous. Après, on a eu des questions. Donc, quand on a envoyé le message la semaine dernière pour présenter aux agriculteurs cette réunion, on a des gens qui se sont excusés de ne pas pouvoir être là et qui nous ont posé des questions en disant « mais moi, j'aimerais bien que soit abordée cette thématique-là ». Donc, on en a eu plusieurs, notamment peut-être, Président, l'inquiétude des gens sur le parc qui sont inquiets de la position du PNR sur la cohabitation souhaitée et voulue avec le loup en disant l'agriculture s'adaptera. Donc des éleveurs nous ont fait part de leur désaccord avec ça. On a eu aussi la remarque que le président a fait sur qui pose et qui entretient les clôtures, qui va nourrir les chiens. Parce qu'effectivement, ça peut être financé et accompagné, mais il reste un gros travail. L'élevage, c'est déjà du travail. Si en plus, il faut gérer ça, ça va faire un surcroît de travail important. On a eu des demandes sur comment piéger les loups. Donc là, peut-être dire que c'est un animal protégé et qu'on ne peut pas, dans une réunion comme ça, vous dire qu'il faut piéger les loups. Par contre, si collectivement, on arrive à être bon, on peut peut-être trouver des solutions pour qu'ils ne s'installent pas de façon définitive en Corrèze. La question de pourquoi le loup est encore protégé, donc peut-être Michel ou Daniel, vous pourrez nous présenter un peu les avancées au niveau national, voire européen sur ce sujet. Qui est responsable si un patou ou un chien de protection blesse un randonneur? Et enfin, est-ce qu'il y a des chiens tueurs de loups? Grosso modo, on sait que le patou est un protecteur. Est-ce qu'il y a des chiens peut-être plus capables d'aller peut-être eux-mêmes réguler ou inquiéter les loups en les attaquant plutôt qu'en protégeant le troupeau? Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur les questions et on avait vu des mains levées. Donc je ne sais pas, Président. Juste avant, parce que Michel doit avoir la réponse. Donc moi je sais que à la dernière commission, la commission syndicale à la FNSEA, donc il s'en est parlé un petit peu. Donc on nous disait qu'il y avait un changement de statut. Enfin, la Comagri au niveau européen avait demandé le changement de statut du loup et le passer plutôt qu'un animal protégé en prédateur. Donc tu nous diras un petit peu où c'est que ça en est, parce qu'après je sais que la environnement était pas du tout là-dessus. Mais tu pourras peut-être nous expliquer où c'est qu'on en est. Donc c'était pour compléter un peu le panel des questions. Déjà, alors comment en dire alors les chiens créancés loups, c'est strictement interdit sur le territoire européen. Les Canadiens le font, mais il existe effectivement des chiens qui sont créancés à la chasse au loup. Mais pour l'instant, on n'a pas obtenu et on ne pourra pas obtenir ce genre de choses. Vous parlez de brigade loup, il y a déjà une brigade loup qui existe et qui est financée par… Ouais, mais elle existe, il faut juste la faire déplacer. Pour l'instant, elle est basée dans l'arc alpin, là où il se passe le plus de prédation. Sur le chien de protection et la responsabilité civile, à ce jour, les chiens sont propriétaires des éleveurs, même si 80% du montant sont financés par l'État. Et ça, c'est un travail que Claude a engagé avec les pouvoirs publics pour changer le statut du chien de protection, et notamment le statut juridique. Et ça fait un travail qui est en cours, il vous en dira plus. Qu'est-ce que je voulais dire? On ne peut pas piéger les loups, ça c'est sûr. Donc effectivement, si les patous blessent un randonneur, c'est l'éleveur qui est responsable. Tout ça fait l'objet de travaux et de groupes de travail avec les pouvoirs publics. Je laisserai le soin à Claude d'aller dans les détails. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que tous là, vous avez un site qui appartient à la profession, qui s'appelle Les éleveurs face à la prédation. Je vous invite à aller sur ce site parce que ça va répondre à de nombreuses questions qui ont été posées ou de nombreuses choses qui ont été dites déjà là. Donc voilà, et puis je regardais dans les intervenants, il y en a un qui s'appelle Lou, il est invité à la réunion. Alors je ne sais pas si c'est un vrai loup ou si c'est un espion, toujours pour dire que c'est vrai que c'est très compliqué dans une zone de front de colonisation. Et Claude va vous le dire, on a l'impression
qu'on fait beaucoup de travail, nous, à la FNO, et que du coup, ce travail peut déjà répondre à beaucoup de questions. Mais il suffit de demander au syndicat les éléments, et puis vous avez Théo, qui est une juriste, qui vous donnera les éléments. Oui, allez-y, sénateur. Bon, alors, écoutez, très rapidement, donc, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec le président de la Chambre et Daniel Couder pour que nous soyons en zone difficilement protégeable. Donc, pourquoi ça a été dit, donc je ne reviens pas là-dessus. Il ne faut pas de cohabitation, effectivement, mais pas de colonisation du territoire. Il ne faut pas que les agriculteurs s'adaptent, mais qu'on n'ait plus cette contrainte du loup. L'agriculture est tellement difficile et peu rémunératrice que les agriculteurs n'ont pas besoin du loup. Alors, je suis allé à Saint-Ariel-des-Jalaks et j'ai vu que l'agriculteur, en fait, a eu le loup au même endroit plusieurs années successives. Et quand il y a la brigade loup qui est arrivée, elle est arrivée une semaine après, puisqu'ils viennent de Gap, pardon. Pas du Cap, mais de Gap. Et donc, effectivement, il faudrait une brigade de loups, au moins au Massif central. Voilà. J'ai une question assez simple, assez binaire. Moi, je suis voisin justement à Pascal Le Rousseau, là, côté Corrèze, donc à 900 mètres d'altitude. On le voit quasiment toutes les semaines. J'ai juste une question. Moi, je suis tout seul, je vis seul, je travaille seul, j'ai beaucoup de surface, j'ai plusieurs sites. J'ai juste une question toute simple. Moi, je fais quoi pour sortir mes bêtes? Il faut faire comme moi, les rentrer tous les soirs. Et je peux pas, moi. Non, mais je sais bien, mais on n'a pas le choix. J'ai des vaches, j'ai des brebis, je vis seul, je travaille seul, j'ai 170 hectares, j'ai plusieurs sites. J'arrive déjà à pas faire le minimum, je peux pas, quoi. Eh bien, on est tous dans le même cas. Donc, voilà. Là, par rapport à la question, là, je ne sais pas, Michel, comment ça se traite sur les autres départements, parce que par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est le résumé de toute la situation. C'est que c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a souvent des gens qui sont seuls, ou même à deux, mais enfin, c'est pas, on a des animaux qui sont élevés en plein air sur des petites surfaces, plusieurs troupeaux, donc c'est vrai que les moyens de protection, ça va être compliqué. Qui c'est qui vient nous poser les clôtures de protection? Parce que moi, je vois déjà, on a pas mal de travail, donc ça va être quand même compliqué en plus de se surcharger encore avec du travail supplémentaire pour aller poser les clôtures. Nous, on a toutes ces questions qui arrivent aujourd'hui et qui vont être cruciales, puisque là, c'est vrai que d'ici 8-10 jours, tous les animaux seront dehors, quoi. Une des solutions, une des seules solutions qu'on a trouvées à force d'avoir tourné le problème, et je pense qu'au national, tout à l'heure, elle ne sera pas forcément d'accord avec nous parce que ce n'est pas une posture nationale, c'est la zone difficilement protégeable, qui est la totalité des fermes protégeables qu'ont demandé certains syndicats, parce que certains syndicats ont demandé que certaines exploitations soient difficilement protégeables. Nous, on demande que toutes les exploitations soient reconnues difficilement protégeables, parce que ça nous met dans une autre posture vis-à-vis de la réglementation, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis aussi des chasseurs et de ceux qui pourraient réguler, vis-à-vis de la brigade du loup et vis-à-vis aussi des agriculteurs comme vous et comme Pascal Le Rousseau. Je ne sais pas s'il s'est branché parce qu'il avait dit qu'il se connecterait. Je vais peut-être lui donner la parole parce que, et Pascal Coste avait levé la main, parce que derrière, c'est quand même un point majeur pour nos territoires parce qu'on a une étude qui prouve, et chez nous seulement, et pas ailleurs en France, Michel Baudouin, c'est que chez nous, il y a une étude qui prouve que quand le loup va s'implanter, on n'aura plus d'élevage en plein air. Et ça, c'est arrivé nulle part ailleurs. Et donc, il faut absolument qu'on évite par tout moyen possible l'implantation durable du loup. Mais ça va être, ça va être très long. Ça va être très long. Il y a deux Pascal. Il y a un Pascal Coste et un Pascal Le Rousseau qui veulent intervenir. Pascal Coste. Oui, bonjour à tous. Moi, je partage les positions qui ont été données là. Je pense qu'il y a deux gros sujets sur lesquels il faut travailler. Le premier, c'est sur la zone difficilement protégeable parce que ça donne un autre statut. On pourra tirer le loup. Moi, je suis prêt à financer des outils de vision nocturne aussi. On a le leader mondial à Brive avec Fouconis à regarder les choses pour pouvoir, au-delà des lieutenants de louveterie, voir comment on peut aussi s'équiper. Moi, j'étais assez intéressé par ce que disait Gwen, là, je pense, enfin, le voisin à Pascal Le Rousseau. Je ne sais pas comment ça sort sur la caméra, là, mais je ne sais pas comment il s'appelle exactement, mais
Excusez-moi si je me trompe, mais parce que s'il le voit tous les jours, bon, ou souvent, il va bien falloir que notamment en période de chasse, il se passe des choses, quoi. On n'a pas posé un autre problème, c'est que nous, on a 6 000 hectares de camp de la Courtine, qui est quand même une réserve naturelle pour les sangliers, les cerfs et les loups. Ils ont été vus à l'infrarouge par les militaires. Donc, il y a une meute qui a été vue en infrarouge. Donc, le camp militaire pose un problème en lui-même. Pascal Le Rousseau est présent ou pas, parce qu'il m'avait dit. Pascal, vas-y. Ouais, je suis présent. Bonjour à tous. Là, je viens de... Ouais, bonjour à tous. Là, je viens de me connecter. Ouais, Tony, je suis d'accord avec toi. Moi, il faut qu'on arrive à faire classer le plateau là et surtout les 3 départements, quoi, l'ancien Limousin en zone difficilement protégeable. Hein. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. On a regardé partout dans les départements où le loup est arrivé. Au début, bon ben c'est un loup de passage. Ça fait quelques prélèvements et j'ai presque envie de dire ça se passe plutôt pas trop mal parce qu'ils indemnisent les éleveurs et qu'ils disent vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec nos systèmes d'élevage, avec des exploitations où on a du terrain qui est éclaté, des animaux qui sont pratiquement toute l'année dehors. Alors, moi, je parle des ovins, mais il y a les bovins également, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de la prédation sur les veaux, hein, et il y a déjà un petit moment que ça dure, quoi. Donc, il faut qu'on passe au prélèvement le plus rapidement possible, et que tout éleveur qui a des animaux ait le droit de prélèvement, bien sûr encadré et tout ça, mais qu'on puisse prélever et que le loup ne s'installe pas. Parce que si le loup s'installe, ça sera la fin de l'élevage, tout simplement. Hein. Je peux dire qu'aujourd'hui, sur des revenus à 8-10 000 euros annuels, comme on a sur les exploitations, en faisant 70 heures, on ne peut pas rajouter du temps de travail à mettre des filets. Moi, on en a quelques-uns filets, on essaye avec mon fils de se protéger comme on peut aujourd'hui. C'est quasi impossible, quoi, je veux dire. Hein. Ça, c'est comme si vous avez des poules, 364 jours de l'année, vous allez les fermer. Le soir, vous allez oublier de fermer le poulailler, le renard, il va passer dedans. Donc, il ne faut pas que les animaux ils restent sur ce territoire. Hein. C'est tout simplement pas compatible avec notre mode d'élevage. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence à coûter cher au niveau de la France, au niveau de l'Europe. Le statut, il faut qu'on le fasse évoluer au niveau européen, bien entendu. Mais en attendant, il faut qu'on puisse se protéger. Et je pense que... Comme disait Pascal Coste, hein, que je salue, il va falloir s'équiper avec de la visée nocturne et toutes ces choses-là, parce que bon, c'est un animal très malin. Hein. Nous, à Pigerolles, il a été vu dans le village devant la bergerie. Donc, c'est une bête qui a un comportement quand même de prédateur et qui n'a pas peur de l'homme. Donc, au bout d'un moment, il faut bien qu'on lui fasse comprendre que ici, c'est notre territoire et qu'actuellement, c'est pas le sien et qu'on ne souhaite pas qu'il s'installe chez nous. Voilà. Je ne serai pas plus long dans mes propos parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes à intervenir. Oui, Pascal Coste voulait reprendre la parole. Le temps que je lui redonne, je rappelle que le loup coûte aujourd'hui 66 millions au niveau français. Le coût total des indemnisations du personnel, des gardiens, des bergers. Et je rappelle qu'il y a 660 loups répertoriés. Alors, si vous faites la différence, aujourd'hui, un loup à la société revient 100 000 euros. Alors, je vais dire derrière, on est quand même très riche et on est quand même très fort pour se payer le luxe de 100 000 euros le loup. Et à chaque fois qu'il fait un petit, le loup, ça fait encore 100 000 euros de plus à payer par la collectivité publique. Pascal Coste. Oui, donc sur le sujet, plusieurs choses. Donc, je parle pense plus que près, peut-être, on t'entend moyen. Je disais que l'action conjointe avec toi, Daniel, a permis aussi qu'on puisse faire en sorte que la préfète mette la pression maximum pour qu'on puisse débloquer la brigade. Moi, ce que je pense, c'est que nous, on est prêt à financer des outils de vision nocturne. On a le champion du monde avec Photonis chez nous. Là, on est en train de regarder comment on peut faire parce que si tout le monde le voit, sauf l'OFB, il va bien falloir qu'on prenne les grands moyens parce qu'à un moment, on ne peut pas le laisser s'installer. Et donc, moi, je veux bien tout, mais à un moment, il va falloir être plus fort que ceux qui, grâce à l'indemnisation, veulent le laisser s'installer comme il faut. Donc, c'est la zone difficilement protégeable, plus toutes les actions qu'on peut encourager, ça et là, un peu sous le manteau. Il n'y a pas de raison que les gouttailloux soient sur le plateau, ceux qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que nous, on ne puisse pas défendre nos troupeaux. Ensuite, l'autre sujet, c'est quand même la Convention de Berne et la révision dans le cadre
dans le cadre européen pour changer effectivement de statut sur le loup dans des territoires comme le nôtre, mais plus largement en France. Hein. Donc, parce qu'il faut traiter le mal à la source. Et tant que ça sera une espèce protégée, quand on voit la carte qui a été déployée tout à l'heure avec les moyens humains, 166 personnes, ainsi de suite, je pense qu'on a de vraies raisons de considérer aujourd'hui que c'est plus un animal à protéger, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on aille là. Et puis, je pense qu'il va falloir aller, s'ils ne vont pas assez vite, à ce qu'on organise, élu en tête, la désobéissance civile pour le flinguer, quoi. Mais très, très clairement, il n'y aura pas 50 000 solutions, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne comprend la gravité. Et je pense que vous avez souligné, Pascal, toi, Daniel, que c'est la fin de l'élevage plein air sur le plateau. Et ça veut dire que la fin de l'élevage, c'est la fin de l'entretien de notre territoire, c'est la forêt qui gagne, c'est plus d'eau sur le château d'eau, c'est une catastrophe les feux de forêt humaine, écologique, bien plus forte que cette question-là. Donc là, je pense qu'il faut que l'élu en tête, eh bien, on prenne les fusils s'il le faut. Mais je pense que vraiment, il faut changer de braquet face à des gens qui sont plus responsables. Merci Pascal. Michel voulait intervenir, mais peut-être avant de te donner la parole, et je sais que le directeur de la Fédération des chasses est là, puisqu'on a déjà travaillé, Pascal, sur la recherche d'outils d'observation, notamment des lunettes à visée nocturne, des jumelles à visée nocturne. Sur l'histoire du matériel, je ne suis pas trop en phase avec ce que veulent les lieutenants de l'Olovétrie. On les financera, mais du matériel local. Mais ça fait partie de la prochaine réunion de travail avec les chasseurs qu'on a calé avec le président quand il est venu à la dernière session, justement de regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire, notamment à partir du matériel existant et d'autre part aussi avec les pièges photos, puisqu'il y a un certain nombre de recensements qui sont faits aussi par la Fédération des chasseurs sur leurs pièges photos et qui permet aussi de justifier devant l'administration le nombre très conséquent de loups qui est bien supérieur à ce qui est annoncé. C'est pas David, peut-être un mot, et puis sinon on redonne la parole à Michel. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Oui, c'est bon, on vous entend bien. David Murat, je suis le directeur de la Fédération des chasseurs. Robert Madupuis, mon président, n'a pas pu être disponible. Il s'excuse pour cet après-midi. Donc, c'est vrai que depuis quelques mois, il y a un accord total entre élus de la Chambre d'agriculture et de la Fédération des chasseurs sur cette question-là, puisque le président de la Fédération, encore à la cellule de veille, a fait savoir qu'il fallait à tout prix tout mettre en œuvre pour limiter l'impact économique du loup sur les élevages. On a au niveau de la Fédération des chasseurs, ça serait à mon président de le dire, mais il m'a accordé le droit de vous le dire cet après-midi. On a été très déçus par l'attitude du préfet qui était en visioconférence lors de la cellule de veille, et notamment de son refus immédiat, ne serait-ce que de discuter de la zone difficilement protégeable. Alors, on a compris qu'il y avait déjà une ZDP qui était testée en Aveyron et que l'État avait été attaqué au tribunal, qu'il y a sans doute une procédure à attendre, mais de fermer comme ça la porte, alors que tout montre, notamment le rapport de l'Institut de l'élevage, tout montre que le Limousin ne peut pas être protégé comme les Alpes, puisque dans les Alpes, déjà, ça ne marche pas alors que c'est fait pour les Alpes. Donc, et de fermer la porte comme ça, c'est dommage, parce qu'on est au début de l'arrivée du loup, je pense qu'il faut être clair, que malheureusement, on ne sait pas ce que ça va être, mais puisque rien n'est fait au niveau national pour limiter la colonisation, alors qu'on a des outils qui le permettraient, hein. Mais pour le moment, rien n'est fait vraiment dans les départements qui sont sur le front de colonisation. Logiquement, l'espèce va continuer. Donc, j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait arriver à coexister. Je crois que c'était le terme qui était employé et c'est sans doute vrai. Mais il y a sans doute des moyens d'arriver à limiter les impacts chez les agriculteurs, notamment avec des tirs plus rapidement, et ça sera de toute manière inévitable. Et c'est prévu dans le plan national d'action. C'est pour ça qu'on n'a pas compris la réaction du préfet, puisqu'il y a une action, je l'ai sous les yeux, là, le PNA, c'est l'action 5.1 qui prévoit que si les troupeaux ne sont pas protégeables, il faut qu'il y ait des tirs de prélèvement dans l'automne qui soient beaucoup plus rapides. Donc on a les moyens, même réglementaires, d'agir, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors, à ce stade, est-ce que je peux me permettre de réagir? Parce Bien que sûr. vous venez de dire quelque chose de très juste. Il y a deux choses différentes. Il y a le fait de cet article qui dit que les élevages ne sont pas protégeables et il y a les zones difficilement protégeables. Et c'est deux choses complètement différentes. Dans la technique,
la zone difficilement protégeable, ne vous l'aurez pas, vous l'aurez jamais. Par contre, le statut dont reflète l'Aveyron aujourd'hui, parce que les zones difficilement protégeables, c'est sur une zone géographique. Alors que quand on parle de non-protégeabilité, le cas du monsieur qui a fait son exposé tout à l'heure et qui disait « je n'ai pas le temps, j'ai 100 bovins, j'ai 500 brebis, j'ai 17 points », ça veut dire typiquement que son exploitation n'est pas protégeable. Elle n'est pas protégeable par l'homme, elle n'est pas protégeable par les chiens, elle n'est pas protégeable aussi parce qu'il a des bovins. Donc, il y a deux situations et deux tactiques à avoir, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on cherche à faire. On cherche à être efficace, on cherche à donner des moyens à des éleveurs à repousser le loup et à éviter qu'ils attaquent les troupeaux domestiques. C'est ça l'objectif, c'est de pouvoir, puisque je vous le signale, le loup aujourd'hui est strictement protégé et on est complètement dans l'idée de faire bouger cette directive Habitat, mais on pourra ne la faire bouger, Pascal, que d'une annexe. Parce que renier la Convention de Berne aujourd'hui, il faut que ça soit à l'unanimité. Et on ne pourra pas, à 27 États membres, à l'unanimité, dénoncer la Convention de Berne. Par contre, la bouger en termes d'annexe, en disant aujourd'hui, ça coûte trop de pognon à tout le monde, à tous les États membres, et principalement à la France, parce qu'il y a 35 millions d'euros sur le loup dans la deuxième pilier de la PAC sur la programmation 2023. Mais le Parlement, notre Parlement, Madame Émilie Bonivard, a bien calculé qu'il y avait 66 millions de dépenses publiques vers un dispositif qui ne marche pas. Qui ne marche pas dans l'arc alpin, alors que dans l'arc alpin, historiquement parlant, eux non plus, ils n'étaient pas protégeables. Et je pense que la tactique aujourd'hui, c'est de faire en sorte, parce qu'une exploitation qui n'est pas protégeable, c'est une situation d'élevage. Et par ce fait, avec une situation d'élevage, on peut avoir des tirs de défense et on peut apprendre au loup à avoir peur de l'homme. Alors que si vous allez pour venir d'une zone, le Massif central, la Corrèze, et pourquoi la Corrèze, et pourquoi pas, et ben c'est pour ça que le préfet, il a fermé. Parce que là, du coup, ça va être très, très compliqué à organiser. Et on sait que tout le monde s'y est, toutes les zones de colonisation. Et avant la Corrèze, il y a eu d'autres départements. Je pense à la Lozère, je pense à l'Aveyron, tous les pourtours du Massif central. Aujourd'hui, il y a tout l'Est. Il y a 40 départements qui sont colonisés par le loup. Donc aujourd'hui, il vaut mieux qu'on arrive à prouver que nos élevages, vos types d'élevage en Corrèze ne sont pas protégeables en situation d'élevage pour pouvoir agir et apprendre et avoir des tirs de défense simples, mais avoir des tirs de défense pour que le loup s'apprenne à ne pas venir taper dans les troupeaux. Quand je parle de la directive Habitat qui doit déclasser d'une classe, ça veut dire aussi que si on arrive à le déclasser, ça veut dire qu'on peut tuer le loup fautif. L'idée qu'on a derrière tout ça, c'est de ne pas engager une procédure trop lourde, comme le disait tout à l'heure le représentant des chasseurs, de la réactivité. Le loup, il en approche. J'ai mes chiens de troupeau de protection, j'ai mes chiens de protection, j'ai mes filets, je suis là, je lui tire une balle. Donc, ça ne coûte rien, il y a un loup qui est par terre. Et le loup, les autres, ils se disent, ah là là, attention, il y a un chien qui jappe, il y a un filet, je suis malin, je ne veux pas je n'y retourne pas. Donc, c'est pour ça que moi, je vous demande de regarder très précisément le nombre de situations d'élevage dans lesquelles on pourrait dire que c'est non protégeable, plutôt que vous voyez, c'est la petite différence réglementaire qui a fait réagir. C'est la totalité. Michel, au risque de te décevoir, c'est la totalité des élevages. Moi, je cherche à Donc, vous aider, la totalité des élevages, zone difficilement protégeable sur les 3 départements du Limousin, correspondent exactement à ce que tu dis, sauf que ce que tu dis est possible, mais ce qu'on dit aussi et ce qu'on demande aussi en zone difficilement protégeable est possible aussi. Le préfet scellé qu'on a eu depuis, qui était vraiment un peu dur la dernière fois, c'est le mot gentil qu'on peut utiliser, depuis à la réponse de la préfète que j'ai revue depuis, a dit qu'il avait été très sensible à notre demande et qu'il analyserait de plus près, parce qu'il ne l'avait pas fait le jour de la réunion, mais qu'il analysait de plus près notre demande, puisque nous avions, à l'appui de notre demande, une étude très fondée qui a été faite par l'IDEL et qui a reconnu que nous étions sur un territoire et une zone difficilement protégeable, qui n'empêche pas, comme toi tu le dis, qui n'empêche pas de protéger certaines exploitations. Mais la différence, c'est que si on avait la totalité en zone difficilement protégeable, le jour
où on a la trace d'un loup, on le suit et on pourrait le suivre. Et on pourrait le suivre pour aller le suivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on met des exploitations individuellement protégeables, il y a l'interdiction de poursuivre le loup et de le tuer à d'autres endroits. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce que va faire la réglementation, mais on sait qu'aujourd'hui, zone difficilement protégeable, on aura beaucoup plus de latitude. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je sais que les instances nationales ne sont pas trop là-dessus, tu l'as dit tout à l'heure, mais n'empêche que laisse-nous cette possibilité, parce qu'on l'a demandé au niveau des 3 départements du Limousin, et que derrière, ce n'est pas incompatible avec ce que tu dis, ça peut être complémentaire, mais nous, ce qu'on veut, c'est l'efficacité avant qu'il s'implante durablement. Il y avait d'autres questions. Ce que je veux dire simplement, c'est que par exemple, l'Aveyron, 800 000 brebis dans l'Aveyron, 800 000 brebis quand même, hein, c'est le 2e département français après le 64. Ils ont aussi essayé, ils n'y sont pas arrivés, hein, donc voilà, et pourtant là, la valeur économique et l'argent, 2000 chiens sur 3 cantons. Non, mais moi je vous dis ce qu'il en est. Les brebis de l'Aveyron, il les rentre tous les soirs. Et je rappelle que le tribunal a donné raison à l'administration qui avait reconnu une zone difficilement protégeable et que les écolos qui avaient contesté cette attribution de zone difficilement protégeable ont porté plainte. Mais jusqu'à aujourd'hui, les écolos ont été déboutés. Donc c'est vrai qu'il y a une procédure des écolos qui conteste la première instance du tribunal qui a confirmé que la préfecture avait eu raison de donner zone difficilement protégeable. C'est pour ça que tout à l'heure, le directeur de la Fédération des chasseurs disait il ne faut pas qu'on inverse les rôles. Aujourd'hui, je pense que le danger sur nos territoires avec des fermes qui ont du terrain à 10, 15, 20 km avec des lots qui sont disséminés dans les bois et des lots qui ne font que 4 ou 6 hectares, il n'y a nulle part en France une situation à peu près identique, même si tu connais bien la France. Mais nous, aujourd'hui, on est sur une situation relativement particulière et on le dit et l'étude l'a prouvé. Donc, ça n'empêche pas. Ce que je veux vous dire d'abord et avant tout, et ça, je suis présidente de l'AFNO, la situation que vous vivez dans le 19, elle est vécue dans le 27. Du loup, il y en a partout et des systèmes d'élevage comme les vôtres, dans les forêts et tout. Tu en as dans tout le pourtour du Massif central, tu en as dans l'Est. Tu en as dans la Bourgogne et le loup, il est installé aussi. Donc, il n'y a personne qui peut accepter le loup ou qu'il soit placé en France. Aucun éleveur, même un éleveur de bovins, puisque aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de bovins qui sont touchés. Je pense à la Côte d'Or, qui en terrain de bocage, ont une situation aussi et des blessures sur des vaches et pas seulement les veaux. Oui, mais on peut le tester. Hein. Après, moi, ce que je vous suggère, c'est que d'une part, parce que la Claude Fond, du coup, il n'a pas pu se connecter, je ne sais pas, le team ne marche pas. Il me proposait par texto de prendre rendez-vous avec vous et de venir vous voir déjà. Et puis après, de déplacer le préfet référent sur votre département en situation de terrain pour pouvoir justement discuter de toutes les modalités qui pourraient être profitables à ce département et pour la défense des intérêts des éleveurs. C'est une très bonne idée. Pascal Le Rousseau, vous voulez prendre la parole. David Mérance. Et David Mérance, pardon. J'entends bien ce que tu dis, Michel, et je sais qu'au niveau national, vous ne défendez pas forcément cette thèse de zone difficilement protégeable. On nous dit qu'il faut mieux le faire à l'exploitation. Simplement qu'à l'exploitation, le coût, c'est 5 000 € par exploitation. C'est les dires de la DDT, hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein, je veux dire. Alors, s'il faut redescendre à l'exploitation, on va redescendre, mais l'avantage qu'on avait, nous, en Limousin, c'est qu'il y avait quand même une étude de vulnérabilité qui avait été faite par les 3 chambres d'agriculture et Lidl, qui montrait quand même qui montrait déjà tout ça, qui montrait déjà que les parcelles étaient éloignées à 10-15 km du siège de l'exploitation, qu'il y avait des petites parcelles, qu'il y avait plusieurs troupeaux, que c'était difficile d'avoir des patous, qu'il n'y avait pas des bergers en permanence avec les animaux, qu'on avait déjà des clôtures qui étaient faites en fixe, grillage, et qu'on n'était pas forcément sur de l'électrique et ainsi de suite. Donc, je veux dire, cette étude, elle a servi à rien. Ça commence déjà comme ça, c'est déjà de l'argent foutu en l'air. Ensuite, s'il faut en mettre 5 000 € par exploitation, on redescendra à l'exploitation. Mais le problème, c'est que dans le Limousin, toutes les exploitations se ressemblent à peu près. Hein, c'est le même type d'élevage. Donc, je veux bien entendre qu'il y a de l'élevage dans toute la France. Je veux bien entendre qu'il y a des endroits qui ne peuvent pas supporter le loup non plus. Simplement, dans le Limousin, si les moutons, si les vaches ils se retirent, dans des régions comme les nôtres, il n'y aura plus rien. Parce qu'on va pas faire des céréales, on va pas faire des fraises, on va pas faire des petits fruits. Je veux dire, il faut être réaliste, quoi. Avec des revenus à 8-10 000 €, s'il faut mettre des bergers, s'il faut mettre... Donc,
toutes les exploitations se ressemblent. Je pense que qu'on nous dit c'est pas possible, moi je veux bien, mais le préfet Célé, là, j'ai entendu, il a tenu exactement les mêmes propos qu'il a tenus en Corrèze, il a tenu exactement les mêmes propos avec la Creuse et avec la Haute-Vienne. Donc, je veux bien, mais simplement qu'ils viennent voir sur le terrain, qu'ils viennent passer quelques nuits avec nous, parce que moi j'y passe les nuits avec mes fils. Il va nous montrer comment on protège les troupeaux, il va nous montrer comment on fait. Et puis, voilà, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, il faut avancer, parce que là, si on redescend à l'exploitation, on va lancer une étude dans 6 mois, il faut encore 6 mois pour faire l'étude. Dans 2 ans, on n'aura toujours pas trouvé de solution, et on aura les loups qui seront installés durablement. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Il est déjà durablement installé. David et Madame Boisgrodier. David de Murat et ensuite... Madame, pardon, allez-y Madame, vite fait. Malheureusement, il est déjà installé et depuis longtemps. D'accord. Voilà. David. Et je tiens à disposition de qui voudrait venir chez moi. Il suffit d'aller faire un tour. Vous allez trouver toutes les empreintes, toutes les poils, tous les machins dans les clôtures, tous les jours, toutes les crottes, tout ce qu'on veut. L'OFB ne veut pas venir, ne veut pas le faire. Donc voilà. Et ça, c'est depuis le début, depuis 2017. Le premier loup que j'ai vu, c'est en 2014. Et je l'ai vu. Il n'avait pas encore attaqué quoi que ce soit. Donc, le loup est en Corrèze déjà au moins depuis un bon bout de temps. Le tout, c'est de le reconnaître et ne pas laisser les éleveurs, comme moi j'ai été en 2019, la plaisanterie, il ne faut pas oublier que depuis 2017, me coûte 150 000 €. D'accord, mais on est complètement compatissant. David. Voilà, mais c'est important, 150 000 €. C'est à mes frais. Monsieur le directeur. Oui, pardon, je voulais simplement finir d'intervenir sur la position de la Fédération des chasseurs et puis j'aurais une question pour Madame Boudouin par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, là, qui était intéressant vraiment. La position de la Fédération des chasseurs, c'est d'essayer de récupérer, de continuer à récupérer des données, le maximum de données, de manière à avoir du factuel, parce qu'il n'y a rien de pire, à mon avis, sur ce sujet-là que d'avoir de la rumeur. Ça fait des années que la présence, ou moins qu'il y a un loup de passage qui a été, dont la présence a été attestée en Corrèze. Madame de Boisgrodier l'a rappelé, c'est en 2017 le premier. Donc on a 3 techniciens à la fédération qui sont formés maintenant à recueillir des indices dans le cadre du réseau loup, et on en a recueilli beaucoup, on a fait beaucoup de fiches. Donc après, bon, c'est pas retenu, vous connaissez le protocole, ça part au réseau loup national, c'est eux qui valident ou pas, mais disons qu'il y a ce fonctionnement de ce réseau. Et la première photo, les premières vidéos qui ont été validées là, au mois de décembre, c'est grâce à des chasseurs qu'on a pu les récupérer parce qu'on continue à sensibiliser les chasseurs. On a la chance d'avoir 9000 chasseurs qui, de l'année, sont dehors toute l'année et qui peuvent faire des observations. Donc, on va continuer vraiment à communiquer, nous, à notre réseau, de manière à faire remonter ces informations. Le président de la Chambre l'a rappelé tout à l'heure, on a également un parc d'appareils photo. Alors, là encore, je profite de cet après-midi pour vous le dire, nous n'avons pas de photos de loups pour le moment à la Fédération des chasseurs, par les pièges photographiques. Mais à l'avenir, si jamais on en récupère, l'objectif de la Fédération sera de jouer la transparence, vraiment. Et c'est aussi dans ce cadre-là que, pour le moment, nous n'excluons pas de travailler avec le PNR. Pas pour s'aligner sur un point de vue politique. Ça concerne les élus. Je ne suis pas sûr que les élus du PNR aient travaillé avec les élus de la Fédération, les aient même contactés là-dessus. Mais d'un point de vue technique, pour s'échanger des informations. Pour encore une fois avoir vraiment du factuel sur cette question. Parce qu'on pense que c'est vraiment indispensable de coller au plus près du terrain. Et de la même manière, moi, un sujet qui me paraît très intéressant, alors je ne sais pas, hein, peut-être que ça s'est fait dans d'autres départements, c'est quand il y a des attaques, on voit, ça a été montré au début du diaporama, il y a eu pas mal d'attaques déjà encore, enfin pas mal, évidemment par rapport à l'arc alpin c'est peut-être relatif, mais pour le département de la Corrèze c'est pas mal d'attaques depuis 3 mois. Il me semble que ce qui pourrait être intéressant, c'est de récupérer des informations sur les endroits qui ont été attaqués. C'est-à-dire, est-ce que, pour après voir si les animaux, si le loup ou les loups cherchent préférentiellement des parcelles qui sont petites en superficie, éloignées des bois, près des maisons ou au contraire loin des maisons. Et ça, apparemment, quand les agents de l'OFB font des constats de prédation, bon, ils n'ont pas le temps de faire ça, ils ont déjà beaucoup de choses à faire sur les bêtes qui sont prédatées, mais il me semble que pour avoir, entre guillemets, une petite typologie, alors peut-être que ça ne servira à rien, mais est-ce que ça ne permettrait pas d'anticiper, sachant que le constat est fait que de toute manière, c'est impossible de protéger rapidement tout le département ou toutes les zones les plus à risque, au moins de privilégier d'abord ces parcelles-là éventuellement, s'il ressortait de ce type d'études, qu'il y avait un type de parcelle attaquée d'abord. Et dernière chose, après j'interviens plus promis, c'était par rapport à ce que Madame Boudouin a dit tout à l'heure, que le piégeage du loup était interdit.
Donc, moi, je vais vous donner mon avis, mais ça n'engage que moi. Le tir de défense ne marchera pas. En Limousin, ça ne peut pas marcher. C'est fait pour les Alpes, où il y a de la visibilité, où la brigade loup, je ne sais pas si vous avez vu les reportages, ils sont sur un versant, il n'y a pas un arbre, ils tirent sur le versant d'en face, où il y a une visibilité à plusieurs centaines de mètres. Le Limousin, ne serait-ce que la Corrèze, en est boisé à 50%, le plateau de Millevaches à 60 ou 70%. Donc déjà, bon, il n'y a pas encore beaucoup de loups, entre guillemets, par rapport aux Alpes. Donc l'opportunité d'avoir une occasion de tir, de voir les animaux, même avec des jumelles de vision nocturne, on va accroître les chances de le voir. Mais l'opportunité d'avoir un jour où un lieutenant d'ouvétrie ou un chasseur ou la brigade loup sera sur une des parcelles, parce qu'en plus, un même troupeau peut être divisé en plusieurs loups. Donc, pour moi, la réussite des tirs est très, très, très limitée. Et on le voit, l'an dernier, on avait annoncé des chiffres à la cellule de veille, il y a 100 loups qui ont été prélevés en France, officiellement. C'est les chiffres de l'OFB. Sur les 100, il y en a un qui a été prélevé en dehors de l'arc alpin. Il y en a 99 dans les Alpes, un en dehors de l'arc alpin par un tir de défense. Donc c'est un système qui pour le moment n'empêche pas la progression. Donc c'est avant la réunion de cet après-midi, c'est pour ça que cette réunion est vraiment intéressante. Nous on se disait mais pourquoi pas essayer justement dans un département comme le nôtre de le piéger. Si on ne peut pas défendre un troupeau avec du tir, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le piéger plutôt? Mais apparemment c'est pas possible donc. Oui. Merci David. Réglementairement, c'est pas possible. Réglementairement, c'est pas possible. Après, effectivement, je crois que vous avez éminemment raison. C'est pas du tout la même façon. Même, on l'a vu les échecs en Bourgogne, notamment sur des tirs de prélèvement, hein, et même dans d'autres régions, notamment dans l'Est, Meurthe-et-Moselle et Moselle, où on avait juste un loup, en fait. Il n'y avait pas une meute instaurée, mais où il y avait un loup, des tirs de défense, des tirs de prélèvement qui avaient été organisés par la préfecture. C'est vrai que c'est très, très difficile à toucher quand on n'a pas de lisibilité, comme vous le signalez. Ça, c'est très, très clair. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que le travail, et notamment la demande professionnelle que nous avons fait à l'automne dernier, avec la FNSEA et Christiane Lambert sur le comptage des loups, parce que là aussi, il y avait quand même de gros écueils. C'était important que tous les acteurs de la ruralité puissent donner des informations sur les indices de présence des loups, puisque c'est là-dessus que se forge le quota de prélèvement aussi. Et après, quand on arrivait à un certain seuil, le préfet coordonnateur a arrêté les tirs et on laissait démunis les éleveurs. Donc, la participation des chasseurs, qui sont des vrais écologues, et les premiers, vous êtes en veille tout le temps, c'est très, très important que vous puissiez participer au réseau loup et le plus possible, de manière à avoir de savoir exactement quels sont les comportements sur le terrain des loups, quoi. Donc, ça, j'avoue que avec le soutien de la Fédération de chasse, on a été vraiment très, très… Enfin, c'est une question d'efficacité. Après, on peut effectivement invoquer ce que vous dites sur la façon dont on peut avoir de la lisibilité ou pas pour pouvoir accéder à la régulation. C'est une question que moi, je dis, c'est pas dans la réglementation, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous avons à avoir toute l'année 2022 pour refaire le protocole du nouveau plan loup qui va démarrer en 2023. Et je l'ai noté là, mais c'est peut-être dans ces zones de non-protégeabilité, le piégeage, voilà, pourquoi pas. Moi, je ne l'exclus pas toujours parce que ça se tient comme argument. Il faut en profiter. D'ailleurs, c'est important parce que là, on va profiter de cette année, de ces 6-7 mois-là qui nous sont devant nous, pour pouvoir engager une nouvelle programmation du plan loup sur 7 ans. Donc, c'est important d'avoir tous les acteurs autour de la table et toutes les façons de faire évoluer, parce que quand bien même on a des pouvoirs publics qui ont bien compris que l'argent n'est pas exponentiel et que les plans loups successifs n'ont fait que croître au niveau de l'argent, sans pour autant avoir une efficacité. Et le loup, il est plus menacé, ça c'est clair, c'est plus une espèce en voie d'extinction. Donc je pense qu'on peut peut-être creuser l'affaire. Je le note, l'histoire du piégeage. Si on peut améliorer les choses. Simplement, j'ai vu que Gwyn avait demandé la parole. Je voulais revenir sur deux choses, monsieur le directeur. La première, c'est qu'on a une cellule d'observation départementale qui est aujourd'hui mise dans le cadre du collectif, qui aujourd'hui regroupe, je rappelle, l'intégralité, sauf un, de l'ensemble des acteurs des départements.
je veux dire aujourd'hui, et on travaille de façon très très proche avec la cellule de veille départementale préfecture, et on est en rapport quasiment tous les jours avec, et j'avoue qu'on travaille, qu'on avance, qu'on essaye de faire passer les messages. Même, je suis enchanté d'apprendre que même Michel Baudouin de la FNO commence à reconnaître que le fait de zones difficilement protégeables nous permettrait peut-être demain d'avoir des possibilités ouvertes avec les différents dispositifs d'expérimentaux, notamment le piégeage. J'en suis tout à fait enchanté. Et je rajouterai aussi que nous, on demande aussi, on y reviendra tout à l'heure rapidement, sur les brigades loups. Donc, on a ce qu'il faut. Mais je voulais juste intervenir à ce sujet-là quand même. Parce que, je redonne la parole à Gwyn tout à l'heure, c'est que maintenant qu'on a mis un collectif loup, maintenant qu'on a mis une cellule veille loup départementale, maintenant qu'on a entre les 3 départements imposé ou adapté 3 techniciens quasiment sur chacun des 3 départements, la Haute-Vienne un peu moins, mais la Creuse Pascal Le Rousseau peut le confirmer. Aujourd'hui, on apprend que le parc met en place une nouvelle association qui s'appelle Groupe d'entente pour la cohabitation du loup. Donc, je vais dire à des moments, je pense qu'il faut arrêter de surenchérir, quoi. Et à des moments, il faut arrêter de remettre de l'huile sur le feu, quoi. Enfin, moi, je le dis aussi clairement que ça, quand même, parce que, je veux dire, ça ressemble à de la provocation. Parce que si ça n'en est pas, il faut me dire ce que c'est. Parce que à la cellule de veille de Célé en particulier et de Tulle en particulier, le président du parc a quand même annoncé que de toute façon, c'était réglementé, qu'il ne fallait pas le toucher et que les structures nationales de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux ne voulaient pas entendre parler de régulation, mais simplement de cohabitation. Donc derrière, si on a un fossé qui se creuse entre nous de ce style, on ne pourra jamais avoir, tant que ces positions sont tenues, une zone difficilement protégeable, et on n'aura pas la défense que les agriculteurs attendent de nous pour être efficaces et opérationnels par rapport à tout ce qu'on vient de dire juste avant. Mais je voulais quand même le redire parce que de la provocation, j'aime pas bien ça quand même, mais ça y ressemble dur. Et dans cette provocation, je vous avoue que la profession agricole n'ira pas. Elle va aider les agriculteurs du début jusqu'à la fin, par tous les moyens possibles, mais de là à venir aujourd'hui expliquer aux agriculteurs qu'il faut qu'ils fassent avec, Pascal Le Rousseau le disait tout à l'heure justement, eh bien, ces agents qui nous présentent ça, mais qui viennent poser les clôtures, qui viennent entretenir les clôtures et qui viennent pendant des nuits entières d'insomnie pour vérifier que, je veux dire, psychologiquement, les agriculteurs ne sont pas touchés. Parce que je veux dire, à des moments, il faut placer l'église au milieu du village. Le parc naturel s'occupe de ce qu'il a à s'occuper et s'il le fait bien, tant mieux. Mais après, derrière, il y a des sujets qui concernent le monde agricole. On n'a pas compris, et on l'a dit, que le conseil régional finance encore du personnel, en plus d'héberger sur le parc, de financer aussi des personnes qui sont là pour regarder le loup passer. Moi, je veux dire, à des moments, trop, c'est un peu trop. Mais ceci étant, ce n'est pas le débat cet après-midi, mais je voulais quand même le redire parce qu'il y a une réunion qui est prévue déjà la semaine prochaine pour contrecarrer tous ces dispositifs et donner l'impression que voilà, les agriculteurs, s'ils ont besoin de quelque chose, c'est des gens qui viennent leur implanter des clôtures, qui viennent les entretenir et qui viennent réguler le loup. Le reste, ils n'ont pas besoin du reste. Le reste, on a la cellule de veille qui est capable de leur expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Boisgrelier, rapidement, très rapidement. Je voulais simplement dire qu'au niveau européen, le piégeage se met en place dans tous les pays. Pourquoi en France, non? Et c'est quel piégeage qui se met en place? Des piégeages de loups, et ils les suivent, et dès qu'il y en a un qui rentre dans un troupeau, il est tué. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs qu'il faut aller regarder quand même. C'est pas du piégeage, c'est du tir comment ils appellent ça, de prélèvement. Ils font du piégeage. Ils les piègent, ils leur mettent des colliers émetteurs, et dès qu'ils rentrent dans une zone de pâturage où il y a des animaux et qui vont prédater, ces loups-là sont descendus. Ça existe dans tout le. Ils ont le temps de leur mettre des colliers. Michel voulait répondre. Oui, Madame, Michel. vous me parlez de quel État membre là? Eh bien, il y en a c'est en train de se mettre en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Non, ça, je peux pas vous laisser dire ça.
les États membres qui ont signé la Convention de Berne, le piégeage n'est pas autorisé. Eh bien, ils le font quand même. Parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils le font quand même. Enfin, les renseignements sont quand même des choses qui se passent officiellement. Quand vous voyez ce que fait le Cora en Suisse, il le fait régulièrement, le piégeage. Ah, mais attendez, la Suisse, malgré son nom, ne fait pas partie de l'Europe et n'a pas signé la Convention de Berne. Je sais bien, mais en attendant, ils le font quand même. En Belgique, c'est en train de se mettre en place. En Allemagne, c'est en train de se mettre en place. En Hollande, ils commencent à en parler. Donc, il y a quand même la Pologne et tous ces trucs-là. Alors là, on n'en parle pas parce qu'ils les descendent. C'est un autre problème. Ils en sont envahis. Ils en font un commerce s'il le faut. C'est tout. Mais en attendant, ça se passe. Donc, pourquoi nous, en France, on n'est pas capable de faire ça? On va regarder à la prochaine réunion avec ce qu'on a prévu tout à l'heure avec le préfet Célé quand il va venir. On va regarder comment toutes les dispositions qu'on peut mettre en place, en particulier toutes celles qu'on a évoquées en début de réunion. Il nous reste à parler de la brigade loup et de la brigade et de l'arrivée de la brigade probable suite à nos demandes successives des uns et des autres. Je voulais donner la parole, s'il n'y avait pas d'autres, à Patrice pour les chiens troupeaux. Je pense que c'est pour les chiens troupeaux que tu vas intervenir. Pas que. Mets le son. Nous, on a coupé le son. T'as remis le son? Normalement. Ah, ça y est, on t'entend. Ça marche? Ça y est. Ok. Bon, bonjour à tous. Non, c'est pas particulièrement aux chiens de protection que je voulais parler. Aujourd'hui, le département de la Corrèze est donc reconnu zone de présence. Là, on a donc des possibilités d'indemnisation. J'aimerais savoir à partir de quel moment est-ce qu'on aura les contraintes qui vont avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on n'a pas de moyens de protection, on va être indemnisé. J'aimerais savoir à partir de quel moment il faudra qu'il y ait forcément soit des chiens, enfin deux mesures sur 3 possibles d'installer pour être indemnisé. J'aimerais savoir à partir de quel moment on va avoir ces contraintes-là. Sur ovin ou sur bovin? Sur ovin, bien sûr. Sur bovin. Ovin, pardon. Ovin. Ben, normalement, oui, Michel va répondre. Les bovins ne sont pas indemnisés, donc de toute façon, ça ne change rien pour eux. Eh bien, si, parce que les clôtures électrifiées, enfin, c'est plus par rapport aux clôtures, ma question, parce qu'aujourd'hui, on est tous, enfin, les éleveurs ovins, on est tous équipés d'Ursus, on va dire, de clôtures fixes, et dans les mesures d'indemnisation, je vois que c'est forcément des clôtures électrifiées, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on supprime nos clôtures pour installer des filets, et c'est ça qui me dérange beaucoup, quoi. Non, enfin, c'est pas de supprimer enfin, c'est une double clôture, en fait. Mais si j'ai bonne mémoire, il faudra forcément rajouter de la clôture, d'accord. Oui. En fait, dès qu'il y a une attaque, dès qu'il y a une première attaque, si j'ai bonne mémoire parce que c'est Claude qui maîtrise ça beaucoup plus, il faut déjà mettre en place 1 ou 2 mesures de prévention. Alors, vous pouvez choisir le chien. À partir de quel moment? À partir du moment où vous avez 3 attaques consécutives. D'accord, ok. 3 attaques consécutives avérées. Il vous faut un achat de… Alors, tout à l'heure, il y avait une question sur qui nourrit les chiens. Alors, il y a une participation sur les croquettes, mais par contre, le fait d'aller donner la gamelle, c'est bien l'éleveur. Et donc, du coup, oui, c'est à partir de 3… Si j'ai bonne mémoire, alors je parle sous couvert de… D'accord, mais c'est à partir d'un nombre d'attaques, en tous les cas. Okay. À partir d'un nombre d'attaques consécutives, on met en place 1 ou 3 mesures de prévention et à partir de ce moment-là, on est indemnisé. Mais les mesures de prévention, les mesures de prévention vous sont financées à 80%. Et vous avez à financer vous-même 20% de la somme, d'accord? Et souvent, malgré tout, il y a une avance, il n'y a pas d'avance faite de la part des pouvoirs publics. On essaie de la mettre dans le prochain plan loup parce que parfois, c'est très, très long. Hein. Donc, en fait, vous payez au départ 100%. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de la réglementation européenne, la Commission autorise les États membres à payer à 100%. Ce n'est pas le choix que l'État français a fait. Et c'est des mesures de 2e pilier. Et faut monter un Donc, il y a de la conditionnalité des aides aussi. Il y a de la conditionnalité. Oui. Ça veut dire qu'il y a des contrôles qui doivent être effectués. Alors, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si mes informations sont bonnes, mais enfin, on va dire, la source est Facebook. Donc, dans le Puy-de-Dôme, l'entièreté du département était en cercle 3. Absolument pas.
Absolument pas. Non. D'accord. Voilà. Donc l'arrêté préfectoral qui est de la semaine dernière stipule pour le Puy-de-Dôme uniquement les communes sur les zones des 2 parcs naturels, parc Livradois-Forez et parc des Volcans. Donc c'est pas la totalité du département. D'accord. Et quelle est la raison de ne pas mettre l'entièreté du département? Comme ça, la raison, c'était une demande professionnelle, Chambre d'agriculture, syndicalisme au vin et fédération et la FNSEA 63. L'idée, c'était surtout de protéger les zones les plus vulnérables, notamment dans les zones d'estive. Et ça couvrait plus facilement les 2 parcs. En quoi est-ce que c'était pénalisant de prendre des mesures préventives dans le reste du département? J'ai un peu de mal à comprendre. Et là, Patrice, oui. on est sur la Corrèze aujourd'hui, et la position professionnelle de la Corrèze, c'est de dire aujourd'hui, nous, ça ne nous gêne pas du tout. Je me faisais, tu sais très bien où est-ce que j'habite, je pense, oui, Tony. Oui. Donc je me faisais la question j'avais compris que une partie du département avait été retirée. Donc si ce n'est pas le cas, ok. Mais je me disais que ma foi, n'étant pas sur le plateau, loin de là, ma foi, mettre des mesures de protection en place et qu'elles soient financées dans le cadre de la prévention me semblait très intéressant, au contraire. Et je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour la totalité d'un département, qu'on se limite à une certaine zone. Voilà, c'est juste ça. Hein. Écoutez, là, c'est le choix du département du Puy-de-Dôme. Je pense que pour la Corrèze, Tony a raison. Restons concentrés sur la Corrèze cet après-midi. Nous, sur la Corrèze, on ne limite absolument pas les zones, sauf la zone 1. Parce que si on a la zone 1, elle ne nous apporte rien de plus. Et par contre, elle nous empêche d'avoir une zone difficilement protégeable. Donc, on n'aura pas la zone 1. Mais par contre, la zone 2 et 3, nous, on demande depuis déjà la première attaque, c'est que nous, ça ne nous gêne pas que toute la Corrèze passe en 2 ou en 3, même on le favorise. Et là, c'est à l'appréciation de l'administration qui, au fur et à mesure, décrète selon le nombre d'attaques reconnues, si elle les met en zone 2 ou 3. Mais nous, sur le positionnement et l'ensemble des syndicats de la profession agricole est là-dessus, nous, si toute la Corrèze est en 2, ça ne nous gêne pas du tout, même au contraire. Parce que derrière, ça permet quand même aux éleveurs d'être indemnisés au maximum de leurs possibilités. Bien sûr, on en est là. Bien sûr. Alors, 2-3 autres questions et après on va parler. Je voudrais clôturer sur le Puy-de-Dôme. Nous ne sommes pas en zone avérée. Hein. On a juste eu des passages et le passage, il était à Pont-du-Château, en proximité de l'agglo de Clermont. D'accord. Pascal Lerousseau avait relevé la main. Pascal? Ouais, nous, pour ce qui est de la Creuse, on avait fait le choix. Enfin, le choix, après, c'est bien des grands mots que de dire le choix, parce que on nous dit c'est blanc ou c'est noir, et puis vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Les choix, ils sont vite faits. Mais on a l'entière département en zone 3 et on a les communes limitrophes en zone 2. Par contre, où il faut qu'on soit vigilant au niveau de nos départements, c'est de regarder, c'est qu'on peut avoir, mettons, une attaque en Corrèze et ça pourrait permettre de classer des zones 2 en Creuse et vice-versa, quoi, ou avec la Haute-Vienne. C'est là-dessus qu'on n'est pas forcément au courant des attaques, nous, qui est en Corrèze ou qui est en Haute-Vienne. Et puis, pareil, pour la Corrèze, vous n'êtes pas forcément au courant des attaques qui est en Creuse. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille davantage ensemble, justement pour classer en cercle 2 chaque fois qu'il y a une attaque à proximité, même qu'elle ne soit pas dans le département. Quoi. Oui, Brigitte Seb. Oui, Brigitte Seb, pardon. Oui. On n'a pas vu la main sur le document. Allez-y. Oui, voilà, mais j'avais du mal à utiliser cet appareil. Ça commence à venir. Voilà, bon, moi, nous, on a beaucoup de moutons, naturellement, et tout est en bâtiment. Pour l'instant. Donc, quand on va les sortir, ils se trouvent, je les ai sur plusieurs zones, et sur les zones où ils sont, il y a des attaques. Donc, moi, je ne me vois pas tous les soirs fermer mes brebis et tout, donc on est complètement démoralisé, voilà. Bon, tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant, mais si ça rentre qu'en fonction dans 6-7 mois, je pense que nous, je pourrais vendre mon troupeau, je n'aurais même plus besoin de le vendre, je pense que je pourrais prendre la retraite. Voilà. Parce que nous, on a des brebis qui sont qu'on laisse à 15 km sur plus de 30, sur des surfaces de 30 hectares, dans des tourbières et tout. Je ne me vois pas les mettre dans des filets le soir, c'est pas possible. Hein. On a des vaches à côté. Et puis même dans les surfaces de prairies, c'est pas possible. Les prairies sont au milieu des bois.
Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Tout ce que vous avez dit, ce qu'a dit Pascal Coste m'a beaucoup intéressé. Voilà. Parce que je pense que moi, la solution, ça serait quand même celle-ci avec les chasseurs. Plutôt qu'acheter des moyens de protection qui servent à rien, j'aimerais mieux donner des aides aux chasseurs pour qu'ils fassent le travail. Voilà. Je vous remercie. Ok, merci pour ton témoignage, Brigitte. Nous, on confirme, mais aujourd'hui, ce n'est pas reconnu par la réglementation et ça ne fait pas partie des choses du possible. Ceci étant, on va essayer de faire avancer de toutes les pistes, et ça a été évoqué tout à l'heure pendant la réunion. Et la dernière que je voudrais évoquer, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions posées, on va le faire rapidement, parce qu'il est temps de conclure aussi cette réunion, c'est la problématique de l'accompagnement de la brigade loup. Puisque nous avions, avec d'autres syndicats agricoles et la Chambre d'agriculture, demandé aussi une forte implication d'une brigade loup. Alors, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, armée avec des choses qui soient, je veux dire, efficaces, avec derrière aussi la poursuite d'animaux, parce que on sait très bien que dans les secteurs où il y a du loup, on ne peut pas rester figé, attendre que ça se passe. Donc, il y a des capacités de suivre à la trace des animaux. Donc, il faudrait que la brigade soit en capacité de le faire. Et derrière, il y a quand même une éventualité, c'est que la brigade loup ne vienne dans un premier temps que pour former à l'effarouchement et qu'ensuite, elle forme aussi les lieutenants de louveterie pour les informer. Et là, par contre, ça nous inquiète un petit peu parce que si la brigade loup, dans un premier temps, ne vient que pour faire de la formation ou de l'explication, comme le dit Brigitte Seb, ça va encore nous faire perdre d'énormément de temps précieux, puisque je rappelle qu'une louve fait 5 petits par an, et 5 petits sur chacune des louves qui ont déjà été des attaques constatées, on va avoir un effet exponentiel qui va faire, je veux dire, donner des situations dramatiques sur notre élevage. Donc, la question qui vous est un peu posée et qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer à la brigade loup quand elle va être en mesure de se présenter sur la Corrèze? Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Qu'est-ce qu'il est possible de lui faire faire? Et qu'est-ce qu'il est souhaitable aussi de lui faire faire? Ça fait partie du dernier sujet qu'on voulait évoquer avec vous. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Ah, on t'entend bien. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que donc, où je mets mes brebis à côté, mon voisin, qui est Monsieur Durand, pour l'instant, il a sorti une 40aine de brebis, le loup lui en a déjà tué 20. Vous voyez un peu le... Donc, oui, Monsieur Durand fait partie des... Oui, voilà, donc pour nous, c'est dramatique, quoi. Je veux dire... Dès que les animaux sortent, eh ben, voilà, on en sort 40 et il en tue 20. Quand on va en mettre 300, il va en tuer combien, quoi, hein? Il y a encore eu une attaque là, à Tarnac, encore de brebis cette nuit. Hein. Oui. Alors, on attend confirmation, mais on a entendu, la DDT nous a prévenu qu'il y avait une attaque recensée, mais pas encore confirmée par l'OFB comme étant en provenance du loup. Et nous avons aussi plusieurs endroits sur la Corrèze qui vont justement... qui ont été dans le passé susceptibles d'être reconnus pour des attaques de loup, mais qui sont restés à l'état de l'OFB comme étant imprécises et non certaines. Donc, elles ne sont pas comptabilisées. En sachant que nous, les animaux, il n'y a presque rien de sorti, hein, puisqu'on fait 6 mois. Non, mais donc, ça veut dire qu'à partir du 15 juin, à partir du 15 mai, là, quand on va les sortir, je pense que nous, ce qui se dit, tout le monde va prendre ses fusils, va se faire n'importe quoi, quoi. Parce que les gens, ça a déjà tapé chez toi. Oui, parce que les gens, ils n'en peuvent plus. Je veux dire, on ne peut pas. Le problème, là, tout de suite, les gens qui n'ont pas d'animaux tués réellement, ils voient ça dans l'avenir. Mais nous, de parler de 6-7 mois pour nous, c'est pas concevable, quoi. Voilà. Hein. Ou alors, comme je dis, il faudrait trouver des solutions quand on fait des reconversions à ce moment-là. Hein. On arrête. Brigitte, voilà, si tu veux, quand tu m'avais téléphoné, donc la brigade loup, on l'a demandé quasiment aussitôt. Alors après, c'est vrai que moi, je te l'avais dit, je crois que tu m'as appelé le matin, l'après-midi, j'étais en relation avec la DDT. Donc, si tu veux, seulement après, nous, c'est l'objectif sur la brigade loup, quoi. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas demander des tirs d'effarouchement, on est dans l'obligation de demander des tirs de défense et de régulation. À mon sens, on en est de là, parce que sinon, c'est clair, ça a été dit tout au long de la réunion. Attends, parce que moi, la semaine dernière, il y a eu une réunion organisée par le parc.
Et là, ils nous ont dit que, de toute façon, à cette réunion, je ne sais pas si c'est vrai, nous ont dit que quand il y avait des attaques sur les bovins, qu'on pouvait prendre des armes et les tuer. Hein. Il y avait c'est quelqu'un du parc qui t'a dit ça? Ah, oui. Sophie, hein, c'est bien ce qu'on nous a dit. Il y avait tous les éleveurs étaient là, il y avait plein d'éleveurs de bovins. Ils ont dit, de toute façon, les troupeaux, les bovins, ça ne peut pas être protégé, donc vous pouvez les tuer. On nous l'a dit. Et on a dit et comme nous, en moutons, les moutons, normalement, ça peut se protéger, à part quand on rentre dans le cas là d'élevage pas protégeable. Il faut qu'on remplisse un dossier, et une fois qu'on a rempli ce dossier, mais nous, à la limite, on a des vaches et des moutons, donc on est en élevage pas protégeable, donc à la limite, mais alors, bon, moi, c'est pas moi qui vais aller plus. Oui. Brigitte, non, mais Brigitte, comme l'émission est enregistrée, et comme on va réécouter ce que tu viens de nous dire, les propos que tu as tenus, on va les envoyer au parc naturel régional pour leur faire confirmer par écrit ce qu'ils ont dit. Moi, je suis certain que c'est une erreur. Que c'est une erreur. La règle, elle est qu'aujourd'hui, en élevage bovin, pour être indemnisé des dégâts, tu n'as pas forcément préalablement besoin de clôturer tes troupeaux, comme c'est le cas pour les moutons. Mais ceci étant, aujourd'hui, personne n'a le droit de tirer les loups, hormis 3 éleveurs sur l'ensemble de la région du Limousin, individuellement, sur une distance très courte par rapport à leur exploitation, dès lors qu'ils ont eu 3 attaques et qu'ils ont vu et qu'ils peuvent voir à proximité les animaux. Ce qui est, a priori, quasiment impossible et très très difficile, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres tirs autorisés par personne sur la côte. Donc on le fera parce que... Mais peut-être que j'ai mal compris, parce que Sophie avait dû comprendre comme moi. Mais non, mais moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réunions d'aujourd'hui nous permettent... C'est pas moi qui vais aller tuer les loups, de toute façon, je sais pas. Nous permettent, les réunions comme aujourd'hui nous permettent de faire le point. Et si la personne embauchée par le parc naturel vous a dit ça, eh bien, il faut surtout se dépêcher de lui offrir un fusil, de lui faire passer son permis, et que pendant le temps où elle est au parc naturel, elle risque d'être efficace. Ceci étant, je veux d'abord vérifier les dires et je veux d'abord les faire vérifier par l'administration. Je rappelle que pour la prochaine réunion qui aura lieu après la période où les préfets et les DDT sont interdits de communiquer sur les réunions publiques, la préfecture et l'administration DDT, Direction départementale des territoires, reviendra avec nous sur les réunions, nous apportera aussi les informations et les vérifications d'usage qui sont nécessaires, parce que je rappelle que le premier article qui est passé dans La Montagne, où il y a eu une plainte déposée par le journaliste et par certains, parce que ce qui avait été écrit par le journaliste était absolument faux et ça avait été une reprise d'un communiqué d'un syndicat agricole qu'il a fallu quand même rattraper le tir et que le lendemain matin, il y a eu un démenti dans le journal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses par ces temps qui sont, je veux dire, un peu troubles, mais n'empêche que l'efficacité de la régulation du troupeau et la régulation des animaux, aujourd'hui, personne d'autre hormis le collectif départemental loup, ne le réclame. Et surtout pas le parc. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je ne veux pas tuer le loup. Hein. Je ne veux pas être prise en compte. De toute façon, je n'ai pas de fusil, je ne sais pas tirer. Ce n'est pas moi qui vais aller à la chasse au loup. Hein. J'ai une question, je ne suis pas parano, mais on se demande quand même, est-ce qu'il n'y a pas un mal plus profond que le loup en fait? Est-ce que le loup, ce n'est pas juste la surface? Est-ce qu'on veut encore de l'élevage? Quand on entend l'Europe, la PAC, qui sont en train de nous dire on veut 10% d'ensauvagement sur chaque paysan en Europe, c'est laisser faire la nature. On se pose quand même la question, c'est que est-ce qu'on ne pousse pas l'élevage dehors et pour être remplacé par la nature? On en serait à se poser la question, vous avez raison, Gwen, mais vous avez raison, mais c'est aussi l'objet du collectif, l'élevage en plein air et les naissances en plein air, plutôt que le loup qui viennent tous nous les supprimer. De toute façon, s'il n'y a pas de plein air, il n'y a pas d'élevage. Hein. Pardon? S'il n'y a pas de plein air, il n'y a pas d'élevage, on est bien d'accord. Mais justement, c'est ça. C'est pour ça que nous, avec l'ensemble du collectif et les 3 départements, tenons bien à mettre en parallèle que on veut de l'élevage en plein air et toute la population a quand même adhéré à cette démarche-là, à ces messages-là, parce que si on veut le garder l'élevage en plein air, on ne peut pas laisser proliférer le loup sur nos territoires.
Patrice avait levé la main aussi comme tout à l'heure. Nous, on est venu nous chercher, on nous a fait installer des moutons pour entretenir des territoires, pour lutter contre les incendies il y a une vingtaine d'années. Et puis maintenant, tout ce qu'on a fait, ben voilà, ça sert à rien, quoi. On va revenir en arrière. Hein. Oui, malheureusement. Une dernière... Patrice. Oui, une dernière question là pour faire un peu suite à tout à l'heure. Et pour continuer la discussion de Brigitte, là. Donc, son voisin a sorti 40 brebis, il s'en est fait bouffer 20. J'imagine que ça ne s'est pas fait en une seule fois. Admettons que ça se soit fait en 3 fois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, son voisin doit forcément avoir 2 mesures en place pour continuer d'être indemnisé ou je me trompe? Je ne sais pas ce qu'il a, je sais pas... Mais admettons que ça soit fait donc en 3 fois. Donc, ça serait Michel qui pourrait répondre à ça, je pense. Ça veut dire que vu qu'il a eu 3 attaques, pour continuer d'être indemnisé, il faudrait forcément qu'il ait et des clôtures et des chiens. Si je comprends bien. Ou est-ce que je comprends mal? Voilà. Mais pour avoir des chiens, moi j'ai cherché des chiens adultes, mais j'en ai pas. Hein. Je vais avoir des petits chiens, je peux pas avoir... On ne peut pas avoir les chiens adultes, ils sont non, mais c'est pour répondre à la question dans le sens des indemnisations. Pascal, attendez. Pascal, dans le sens des indemnisations. Pascal Le Rousseau, tu es toujours là ou pas? Parce que lui aussi, il a eu 3 attaques. Il a eu des dispositifs de clôture qui lui ont été proposés par l'administration, par la DDT, qu'il a fait installer par la DDT parce que lui-même ne voulait pas les installer, mais personne ne lui a dit que pour les prochaines attaques, il ne serait pas indemnisé s'il ne clôturait pas. Non, je ne pense pas, mais j'en suis pas là. La seule différence... C'est ce que Michel avait répondu Patrice, oui, mais on ne s'est pas compris avec Michel, je demande à vérifier parce que je n'avais pas entendu tout à fait ça de la part de notre DDT. Mais la seule différence qui est certaine, Patrice, c'est qu'en théorie, dès lors que tu as eu 3 attaques, tu peux réclamer des tirs de régulation de ton loup à côté de ton troupeau par l'agriculteur lui-même. Là, tu peux le réclamer. Et je ne sais pas si M. Durand l'a réclamé. Je sais que Pascal Le Rousseau l'a réclamé, l'a eu. Et l'éleveur de Saint-Thierry est déjà là, l'a réclamé, l'a eu. Mais je ne sais pas s'il l'utilise parce que d'avoir une autorisation de tir, ça ne... d'un seul coup, un fusil dans les mains d'un agriculteur chasseur qui n'est pas bien capable de tirer un loup parce qu'il est capable de tuer tous les moutons qui sont autour et pas le loup non plus. Quand tu n'es pas chasseur, tu n'es pas chasseur. Mais je ne pense pas, je ne pense pas qu'il faille y avoir la troisième, que les mesures de protection sont obligatoires après la 3e attaque. Mais on le regardera, Patrice, on le remettra sur la réponse sur le site internet de la cellule Veille Loup. Véronique Blot, notre réceptionniste et notre animatrice du pôle cellule Veille, va avoir la réponse sous les yeux s'il y a des questions qui sont posées, mais ça fait partie aussi des questions qu'on va creuser, et nous, on n'a pas forcément la science infuse non plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, je vous le dis, on n'a pas la présence de l'administration qui peut confirmer un certain nombre de choses. Voilà, Michel. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on en est. Oui, aussi. Chacun a une version différente. Ben, attendez, pour le moment, c'est sur les indemnisations après la 3e attaque. C'est quand même, heureusement pour nous, c'est quand même aujourd'hui, heureusement pour nous, assez rare. Mais ça peut arriver. Mais ça fait partie d'une question très précise. Mais sinon, les autres, on a essayé de voir. J'ai appelé la chambre, ils ne m'ont pas dit ça, moi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit qu'on était de toute façon en cercle 2 et qu'il fallait rester en cercle 2. Et qu'à partir du moment où on était un cercle 2, on n'avait pas besoin de moyens de protection pour être indemnisé. Ils ne m'ont pas parlé d'une attaque, 2 attaques, 3 attaques. Oui, mais moi aussi, on m'a expliqué ça. En cercle 2, on est indemnisé en cercle 2 et normalement, il faut monter des dossiers pour avoir des aides. Mais les dossiers, et ça se finit au mois de mai. Et on aura que les sous dans 1 an, on nous a dit. Mais on redit à peu près tous les mêmes choses. Il n'y a que Patrice qui avait un doute quant à la question qu'il a posée tout à l'heure à Michel Baudouin. Donc, après la 3e attaque. Mais sur le reste, on sait que sur les secteurs, les cercles 2, aujourd'hui, les attaques sont indemnisées. Ceci étant, pour les indemnisations, enfin, on n'en a pas témoigné. On verra ce que ça donne à l'avenir. Mais franchement, entre les animaux blessés et les animaux qui sont décédés et les indemnisations, ça ne règle pas la problématique chez les agriculteurs. Enfin, vous le savez tous par cœur. Et la suite? Alors, la suite, je ne sais pas si
Et les suites des attaques. Alors, la suite des attaques, parce qu'il y a les attaques elles-mêmes, il y a les attaques elles-mêmes et tout ce que ça crée sur les troupeaux derrière. Oui. Et qui sont connus partout, hein, donc c'est pas que chez moi. Ok, donc sur la suite, donc si c'est par rapport à la suite de la réunion, il est déjà 15h41. Daniel peut-être, ou Michel, je ne la vois plus sur l'écran. Ah, Michel, elle a été obligée d'aller raccrocher, Michel. Ah, Michel a raccroché. Donc Daniel peut-être va vous faire un petit peu la synthèse et nous, on peut se redonner rendez-vous avec l'administration en tenant compte des questions que vous avez posées les uns les autres. On va refaire aussi un retour à l'ensemble des collègues de la cellule Veille-Loup. On va revenir aussi auprès de nos partenaires, notamment la Fédération des chasseurs, pour la conduite à tenir dans les jours qui viennent, selon les demandes des uns et selon les demandes des autres, parce qu'on a aussi intérêt à tenir une ligne de conduite, notamment par ceux qui veulent nous diviser et qui utilisent des moyens, j'ose pas dire insidieux, pour nous diviser. Donc il va falloir quand même qu'on soit assez, objectif et assez réaliste par rapport à ça. Et derrière, on se promet que Véronique Blot, qui va recenser toutes les questions notamment, avec l'ensemble des techniciens agricoles qui sont sur la Corrèze, sur la Creuse et sur la Haute-Vienne, et éventuellement avec les retours que nous ferons parvenir la Fédération des chasseurs et toute autre personne qui a des pièges photographiques, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure avec Pascal Coste, pourquoi pas aussi faire équiper des pièges un certain nombre d'agriculteurs aussi, parce que ça peut être intéressant, hein. Des fois on peut les voir passer à des endroits qui sont complètement surprenants, hein, notamment le loup qui est passé sur Perlevade derrière une baie vitrée qui a fait le tour des réseaux sociaux. Donc on est aussi à la merci de tous ces éléments, parce que ça a été dit tout à l'heure, il faut absolument qu'on confirme les preuves et qu'il n'arrive pas ce qui s'est arrivé au forestier qui avait filmé, le débardeur qui avait filmé le loup blanc à travers les arbres et qui s'est fait engueuler après dans les réseaux sociaux, après d'avoir fait ce film et de l'avoir fait passer sur les réseaux sociaux, parce que quand on voit un loup, il faut surtout rien dire à personne, parce que ça fait partie de la nature. Donc on est sur ces postures-là. Daniel peut-être, et puis on reprend ces questions et sinon on va conclure. Non, moi juste pour conclure, je pense qu'on est d'accord même sur le constat ou autre. Enfin, moi, je suis moi-même éleveur de moutons. Enfin, je partage complètement ce que vous dites. Et après, sur l'avenir, même de la situation pour l'élevage. Donc là-dessus, il n'y a pas le sujet. Je pense, ce qu'on va regarder, c'est que dès que la brigade loup arrive, puisque normalement, elle doit arriver dans les jours qui viennent chez nous, leur mettre les objectifs quand même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas rester à l'effarouchement, parce que c'est vrai qu'on voit que sur le plateau de 1000 vaches, quand même, aujourd'hui, les animaux ne sont pas lâchés. On a déjà, le peu d'animaux qui sont lâchés, on a déjà quand même pas mal d'attaques. Donc, dès l'instant où, dans 15 jours, 3 semaines, tous les animaux vont dehors, moi, je crains vraiment le carnage, quoi. Et donc, c'est pour ça, donc, demander à la brigade loup un peu des objectifs quantifiés, et surtout, je ne sais pas combien on a de loups ou pas, mais pour pas qu'ils s'installent, et déjà au moins arrêter ce qu'on a déjà sur le secteur. Voilà un petit peu. Et puis après, donc, Michel Baudouin a dû s'excuser. Vous avez dû me voir, j'étais au téléphone avec, donc elle devait s'excuser, donc elle a raccroché. Claude Font, lui, par exemple, n'a pas pu se reconnecter. Il nous propose de venir sur le département pour nous expliquer aussi comment ils mettent leurs moyens de protection en attendant, je veux dire, qu'on puisse aller plus loin sur notre zone de non-protégeabilité. Voilà, mais écoutez, sur ce, je pense que c'est une première expérience, elle a été positive. Merci pour les services techniques, merci pour Véronique Blot qui va se charger justement d'intervenir. Je vais demander à François combien on avait d'intervenants sur le temps, parce qu'il y en a qui ont peut-être venu décrocher une petite quarantaine de personnes qui se sont connectées, avec, comme l'a dit tout à l'heure Véronique, quelques inconnus. Après, et puis nous avons aussi Baptiste Arcoutel, le technicien au vin départemental, qui s'est connecté, qui a pas lâché un mot de ce qu'on a dit. Et je voulais remercier pour finir Hélène Rome, la vice-présidente du conseil départemental, que j'ai pas cité tout à l'heure, mais qui fait partie aussi des personnes qui suivent de près ce dossier-là et qui sont aussi inquiètes quant à la tournure des opérations. Voilà, c'est bon, personne ne veut rajouter. Merci à toutes et à tous. Et puis, bientôt pour un nouveau rendez-vous. Excusez-moi, Baptiste, j'aurais quelque chose à demander, s'il vous plaît. Quand vous disiez que vous vouliez reprendre contact avec les administrations et qu'en ce moment, on a vu la période électorale, ils n'avaient pas le droit de se prononcer, est-ce que ça va pouvoir... la discussion va pouvoir reprendre dès la fin du deuxième tour, ou est-ce qu'il va falloir attendre fin juin, qui est les législatives? Non, le deuxième tour. Ouais.
Parce que là, c'est quelque chose. On va discuter avant les législatives parce que tous les troupeaux sont dehors d'ici fin mai. Donc, du coup, on aura discuté avant. C'est surtout ça ma question. Parce que on dit que d'ici 15 jours, 3 semaines, les troupeaux seront dehors. Baptiste, je pense que on va travailler encore plus et encore plus de façon plus pressante actuellement où les animaux doivent sortir. Mais ce qu'on disait pour l'administration, le droit de réserve, il est obligatoire le droit de réserve pour toute présentation du préfet et du sous-préfet pour les réunions publiques où il y a du public. Par contre, toutes les réunions de travail qui sont faites en interne, et nous on les voit quasiment tous les jours, sont bien sûr autorisées et il n'y a pas l'application du droit de réserve. Le droit de réserve, il est uniquement sur des présentations en public. Et comme la réunion cet après-midi était publique ou ouverte à tout le monde, là l'administration n'a pas le droit de se présenter. Sinon, on travaille tous les jours avec et je pense qu'on va être efficace. On aura déjà la première étape avec la brigade loup, où on travaillera aussi avec eux, mais on aura aussi toutes les étapes successives et notamment comment on peut être le plus efficace possible, le plus rapidement possible pour répondre et pour éviter justement le stress que vous avez indiqué les uns et les autres, et puis le stress, et puis aussi, je veux dire, la volonté de garder notre système d'élevage en plein air, notre population sur nos territoires, notre activité sur les territoires avec l'attractivité touristique et l'attractivité aussi de l'économie et de nos familles et de nos commerces et de la vie rurale tout court. Je pense que c'est un enjeu qui est tellement capital que c'est celui qu'on doit défendre tous les jours. Voilà, ben écoutez, merci à toutes et à tous. Et merci Hélène et merci pour vous toutes qui êtes restées jusqu'à la fin